Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Réussir ses projets, le rendez-vous hebdomadaire de celles et ceux qui veulent progresser en gestion de projet sans se perdre dans la théorie. Chaque semaine, je partage avec vous des tips pratiques, des retours d'expérience terrain, des réflexions utiles et également des échanges passionnants avec des pros du métier. Un seul objectif, vous aider à gérer vos projets avec plus de clarté, plus d'efficacité et surtout moins de stress. Si vous appréciez ce podcast, pensez à le partager avec vos proches, pensez à mettre une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous remercie du fond du cœur et on se retrouve tout de suite pour l'épisode de la semaine. En agilité, on parle souvent d'empirisme. Et d'ailleurs, c'est une notion qui est mentionnée et développée dans le guide Scrum, entre autres, mais pas que. Je l'ai déjà évoqué aussi 2-3 fois sur les précédents podcasts, et aujourd'hui, on va parler, vous l'avez deviné, d'empirisme. Alors, l'empirisme, avant de développer, je voudrais déjà insister sur un point, c'est que ce n'est pas un concept qui est propre à l'agilité. En fait, c'est quelque chose qui est au cœur de l'amélioration continue, et qui devrait être, à mon sens, au cœur de toute bonne méthodologie de gestion de projet qui se respecte. Alors qu'est-ce que c'est exactement l'empirisme ? Pourquoi c'est utile ? Et comment on peut utiliser l'empirisme en tant que chef de projet pour s'améliorer ? C'est ce qu'on va creuser ensemble aujourd'hui. Alors déjà, si je devais définir ce que c'est l'empirisme, je dirais que c'est une approche pragmatique qui consiste à prendre des décisions sur la base d'observations factuelles et sur la base de faits mesurables. Le dictionnaire Larousse, lui, il nous dit que l'empirisme, c'est une méthode qui repose exclusivement sur l'expérience, sur les données, et qui exclut des systèmes a priori. En bref, l'empirisme nous dit que nos connaissances viennent de l'expérience. Pour Scrum, travailler de façon empirique, ça signifie qu'on agit sur la base de faits, sur la base d'expérience et sur la base de preuves, donc des choses qui sont mesurables, qui sont démontrables, qui sont vérifiables et voire même répétables. On va faire des hypothèses de travail qu'on va chercher à vérifier le plus rapidement possible sur le terrain. Donc soit l'hypothèse est confirmée et c'est top et on a appris quelque chose, soit l'hypothèse est infirmée, on a aussi appris quelque chose et donc on peut s'adapter en fonction, refaire de nouvelles hypothèses de travail et continuer à avancer comme ça. Scrum, il met en œuvre un processus empirique au sein duquel les progrès ils sont établis sur des observations de la réalité et pas sur des plans fictifs. Et comme je vous l'ai dit, l'empirisme, c'est pas un concept qui est né avec l'agilité, en fait son origine elle remonte très très loin, donc jusqu'à l'Antiquité, lorsque des médecins ont décidé de remettre en cause le dogmatisme existant. Le dogmatisme, qu'est-ce que c'est ? C'est quand une vérité déterminée par une autorité quelconque est immuable et incontestable. Donc, autrement dit, c'est lorsqu'on vous dit que on fait comme ça parce que c'est comme ça, on a toujours fait comme ça, tu ne discutes pas, tu appliques, point. L'empirisme, il se bat contre cela. Et ce courant de pensée philosophique, il ne se fonde pas sur la croyance, il se fonde sur les connaissances. Et la connaissance, c'est une accumulation d'observations et de faits mesurables, encore une fois, qui permet d'en extraire des lois. Et ce concept d'empirisme, il est au cœur même de la démarche scientifique moderne. Donc c'est quelque chose qu'on connaît dans l'humanité, et c'est quelque chose qu'on applique déjà au quotidien. Mais pas en gestion de projet, ou en tout cas pas assez. Alors Scrum, comme je vous l'ai dit, c'est une approche agile, c'est pas une méthode, attention, qui est tournée autour de l'empirisme. Et le guide Scrum, d'ailleurs, il met en avant les 3 piliers de l'empirisme, donc les 3 piliers dans Scrum qui permettent de faire émerger cet empirisme. Pilier numéro 1, la transparence. Pilier numéro 2, l'inspection. Et pilier numéro 3, l'adaptation. Alors le premier pilier, c'est la transparence. Et la transparence, elle favorise la communication, elle favorise la visibilité des informations au sein de l'équipe projet. Et ça consiste à dire ce qu'on a réalisé, ça consiste à donner des rapports d'avancement, à mentionner les problèmes qu'on rencontre sans les minimiser, ni les mettre sous le tapis, à expliquer sa façon de travailler, etc. C'est transparent. Donc, au sein de l'équipe, tout le monde sait sur quoi l'autre travaille, tout le monde sait quel est l'état d'avancement de telle ou telle tâche, de telle ou telle activité, et cette transparence, elle doit aussi exister entre l'équipe et les parties prenantes. Pilier numéro 2, l'inspection. Donc l'inspection, c'est un contrôle régulier qui va permettre d'évaluer régulièrement la situation du projet. Donc les éléments du projet, ils sont inspectés sur la base de faits mesurables, et c'est l'équipe qui est en charge de l'inspection. Donc quand je parle d'équipe, c'est vraiment l'équipe projet, c'est pas le top management, c'est pas une équipe dédiée qui est un peu à part, qui est une équipe test ou qualité, c'est vraiment l'équipe projet qui fait cette inspection elle-même, selon les principes de responsabilisation et d'auto-organisation. Et pilier numéro 3, l'adaptation. L'adaptation, elle permet de modifier les plans en fonction des expériences vécues et des résultats obtenus. On tire ainsi des leçons du passé dans le but de s'améliorer continuellement afin d'assurer la réussite du projet. Et c'est la somme de ces 3 piliers qui fait émerger l'empirisme. Donc si on est transparent sur là où on en est, sur les infos qu'on a à notre disposition, sur éventuellement les problèmes qu'on rencontre, ainsi de suite, si on fait de l'inspection régulièrement, où on va vérifier les éléments du projet, on y met des hypothèses, on va les vérifier sur la base d'éléments mesurables, et ainsi de suite, on vérifie que le travail est bien conforme aux standards de qualité, etc.
Tout ça génère de l'expérience, tout ça génère des connaissances, et sur la base de cette expérience et de ces connaissances, on va mettre en place de l'adaptation. Donc on s'adapte, on adapte le plan, on adapte notre manière de faire, et ainsi de suite. Et c'est ça, en fait, qui fait émerger l'empirisme, c'est ces trois piliers-là, ensemble. On va prendre comme exemple l'estimation de la charge d'un lot de développement. Donc l'hypothèse initiale, ça va être de dire que, le module back-end, on pensait qu'il allait prendre 10 jours de développement. Ce qui s'est passé, réellement, sur le terrain, c'est qu'au bout de 6 jours, on n'a développé que 20% des fonctionnalités qui étaient prévues. Donc là, on en tire une leçon. Qu'est-ce qu'on en tire comme leçon ? C'est que, en fait, ce développement du module back-end, il était bien plus complexe que prévu. Ça, c'est la leçon qu'on peut en tirer. Et du coup, que va faire l'équipe ? L'équipe projet, elle va revoir ses méthodes d'estimation. Elle peut appliquer la technique des 3 points avec des estimations optimistes, pessimistes et réalistes pour les prochains lots. Et surtout, pour les prochains lots, pour les prochaines estimations, elle a une référence. Elle sait que globalement, elle pensait mettre 10 jours pour le module back-end, en fait, elle se rend compte que ça va être 5 fois plus. Donc, elle va pouvoir faire des estimations un peu plus cohérentes par rapport à ce qui a été vécu, par rapport à ses expériences passées. Donc c'est du mesurable, c'est du quantifiable. Exemple numéro 2, cette fois sur la priorisation d'un backlog. Donc ici, l'hypothèse initiale, ça va être que la fonctionnalité de filtre avancé, qui est quelque chose qu'on veut développer, c'est prioritaire, parce que c'est jugé stratégique par l'équipe marketing, donc on priorise ça, et au final, ce qui s'est réellement passé sur le terrain, c'est que les tests utilisateurs, ils montrent que très très peu de clients l'utilisent, cette fonctionnalité, et ce qui bloque vraiment l'usage, c'est pas en fait ce filtre avancé, c'est la lenteur du chargement initial de la page. On a appris quelque chose là, c'est cool. Ça veut dire qu'on va modifier la roadmap, qu'on va modifier le backlog, on va déprioriser en fait cette fonctionnalité de filtre avancé, on va reprioriser par contre l'optimisation de la performance, et l'optimisation de la performance, c'est la prochaine tâche à traiter au sein de l'équipe. Et c'est cool, en fait, on vient de faire de l'empirisme. L'empirisme, elle a remis en cause les intuitions, elle a remis en cause les hypothèses qu'on avait faites, pour se baser sur les faits mesurés, et deux possibilités, soit l'hypothèse est vérifiée, c'est cool, j'ai appris ça, j'ai appris quelque chose, et puis on va continuer à faire des choses. Deuxième possibilité, mon hypothèse, elle est infirmée, elle n'est pas confirmée. J'ai quand même appris quelque chose, et je vais pouvoir m'adapter en fonction. C'est ça, l'empirisme. Petite interruption de quelques secondes pour vous dire que j'ai sorti une formation de plus de 2 heures qui est totalement gratuite et qui est accessible à tous. Si vous voulez découvrir et comprendre les concepts fondamentaux de la gestion de projet, si vous voulez adopter la bonne posture pour l'idée, pour motiver votre équipe projet au quotidien, et si vous voulez structurer, cadrer et planifier efficacement vos projets, alors je vous donne rendez-vous sur www.reussircesprojets.com/formation au singulier, et vous aurez directement accès à cette formation de plus de 2 heures qui est accessible à tous et qui est totalement gratuite, et j'espère que vous serez nombreux de l'autre côté. L'empirisme, c'est le principe fondateur de l'amélioration continue, même s'il n'est pas mentionné tel quel. Donc faire une rétrospective, faire un bilan projet, c'est faire preuve d'empirisme. On a fait des hypothèses, donc que ce soit des estimations, des hypothèses de travail pour le plan d'action, et ainsi de suite. Puis on regarde ce qui a été fait, on compare les estimations, donc l'initialement prévu versus le réellement réalisé, et on en tire des conclusions. Alors vous allez me dire, ouais mais Thibaut, un bilan projet, ça se fait à la fin du projet. Alors oui, c'est un peu le principe en fait du bilan projet, mais on peut faire autrement. C'est dommage, de mon point de vue, d'attendre 6 mois, voire plus, pour avoir l'occasion de commencer à évoquer le fait de s'améliorer. Donc on peut être beaucoup plus smart que ça, et moi ce que je vous propose, c'est que tout au long du projet, l'équipe projet, elle va apprendre des choses, elle va faire des hypothèses, elle va en mesurer des choses, elle va avoir des données, elle va améliorer ses connaissances, elle va améliorer son expérience, et l'idée, c'est pas d'attendre 6 mois ou plus pour en tenir compte, en fait. L'idée, c'est qu'on peut en tenir compte dans tous les aspects du projet, sans attendre la fin du projet et sans attendre le bilan projet. Alors, comment on fait ? On peut faire des bilans intermédiaires, on peut faire des rétrospectives, c'est le principe de Scrum, les rétrospectives, mais on peut très bien l'appliquer, ce principe, à d'autres projets, un peu plus linéaires, un peu plus séquencés. Si, à intervalles réguliers, sur la base de ce que vous avez appris, vous cherchez à vous améliorer, à améliorer votre communication, votre manière de faire, à améliorer les standards de qualité, et ainsi de suite, donc à améliorer ce qui peut l'être et à renforcer ce qui s'est bien passé, alors vous aurez un super pouvoir dans les mains. Et ce que je veux vraiment vous faire comprendre, c'est que si vous faites preuve d'empirisme, cette amélioration continue, en fait, c'est pas juste au bilan projet qu'il faut le faire. Limite, ça peut même se faire tous les jours. C'est une routine à intégrer au sein de l'équipe. Il y a toujours quelque chose à mesurer, il y a toujours quelque chose à améliorer. Bon, vous commencez à comprendre pourquoi je vous ai dit que l'empirisme, ce n'était pas que pour Scrum. En fait, si on met Scrum de côté, si on met l'agilité de côté, cette notion d'empirisme, cette notion d'amélioration continue qui se cache derrière, mais on peut, et c'est même pas on peut, on doit en fait le mettre en place sur n'importe quelle méthode, sur n'importe quelle approche de gestion de projet.
c'est quelque chose qui doit être ancré. Sans ça, on est en fait condamné à répéter encore et encore les mêmes erreurs. Ce n'est que grâce à l'empirisme qu'on est en capacité de s'améliorer au quotidien. Alors maintenant qu'on s'est dit ça, comment on peut pratiquer l'empirisme au quotidien ? Déjà, vous l'avez compris, on pose une hypothèse de fonctionnement. Ça peut être une hypothèse en termes d'outils à utiliser, de processus, de méthodes, de plans d'action, de scénarios, de migration, d'estimation, peu importe. On pose une hypothèse. Ensuite, on va observer des résultats réels dans le contexte du projet pour valider ou infirmer cette hypothèse. Et enfin, on ajuste en fonction des faits et des retours. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, 1, on adapte notre plan au fur et à mesure de l'avancement du projet. On est en adaptation continue. Qu'on fasse ou pas de l'agilité, qu'on soit en Scrum ou pas, c'est le principe en fait. Si on fait de la gestion de projet, on doit rester flexible, on doit s'adapter continuellement aux nouveaux apprentissages. Comme je vous le disais, un plan d'action, ça se base toujours sur des hypothèses de travail, donc on va chercher le plus vite possible à les vérifier ou à les infirmer, et ce plan d'action, forcément, en fonction des retours, en fonction de ce qu'on va mesurer, il va évoluer dans le temps. En fonction de ce qu'on va rencontrer, peut-être qu'on va avoir des imprévus, des aléas, des choses qu'on n'avait pas prévues, qu'on n'avait pas anticipées à la base, forcément on va en tenir compte, on va en tirer des leçons de ces expériences, de ce vécu, et on adapte le plan d'action en conséquence. Alors 2, pour pratiquer l'empirisme aussi, c'est très important ce point-là, je vous invite vraiment à mettre en place des rétrospectives ou des réunions d'amélioration continue. Donc si vous travaillez en agilité, les rétrospectives c'est à la fin de chaque sprint, et donc pour rappel un sprint ça a une durée de 1 à 4 semaines. Si vous êtes plutôt sur une méthode de gestion de projet un peu plus linéaire, un peu plus séquencée, avec un bilan projet qui clôture le projet, moi ce que je vous propose de faire dans ce cas-là, c'est soit de planifier des réunions d'amélioration continue, soit de planifier des bilans projets intermédiaires. Donc ces bilans projets intermédiaires, en fait, ils peuvent avoir lieu à chaque étape clé, donc à chaque grand jalon du projet. Ça permet de prendre un petit peu de recul, de voir ce qui s'est passé, et puis d'affiner les choses en fonction. Alors, on l'a vu, pour pratiquer l'empirisme, on va mesurer des choses, on va en tenir compte, mais je voudrais insister sur un point, c'est que profiter des expériences passées, y capitaliser dessus, ce n'est pas suffisant. Et on peut ressortir, si on y a accès, des précédents bilans de projet, on peut apprendre des expériences passées, on peut apprendre des précédents projets. Donc ça aussi c'est de l'empirisme, mais ce n'est pas suffisant, et j'insiste bien là-dessus. L'empirisme, ok, on peut se baser sur des choses, sur le souvenir d'un projet passé, mais vraiment l'empirisme, c'est pas que ça. L'empirisme, c'est se baser sur des faits mesurables dans le contexte actuel. Donc si vous consultez un précédent bilan projet, alors ok, vous allez en fait faire des hypothèses, vous dire, tiens, on a mis... il y a 2 ans, on a fait un projet vraiment similaire, on a mis 30 jours pour faire ça. Mais votre contexte actuel, en fait, il est peut-être différent pour votre projet sur bien des façons. Donc, on va chercher à vérifier cette hypothèse. Et ça, il faut vraiment l'intégrer. Ok, on a fait 30 jours sur le précédent projet, ça veut pas dire qu'on va en faire 30 dans ce contexte-là. Ça peut être plus, ça peut être moins. Donc maintenant, comment on va le vérifier ? Ça, c'est la bonne question. Pour bien vous le faire comprendre, je vais prendre l'exemple d'un médecin. Vous allez voir votre médecin généraliste parce que vous avez mal quelque part. Il y a 2 possibilités en fait. Soit il va dire ok, t'as mal à la tête, bon, on va faire une prescription par rapport aux symptômes du jour, allez, je te mets ça comme médicament, merci, au revoir, ça fait 32€. Là on s'est basé en fait sur le souvenir d'un projet passé. Par contre, le médecin qui lui va faire preuve d'empirisme, il va dire ok, donc là il y a des symptômes, il va ausculter et après l'auscultation, il va émettre des préconisations et donc faire sa prescription. Ça veut dire qu'il est parti sur une hypothèse. Il a fait preuve d'empirisme, puisqu'il vous a ausculté, il a vérifié cette hypothèse, il en a déduit des choses, et là, maintenant, il peut agir. Numéro 4 aussi, pour pratiquer l'empirisme au quotidien, je vous invite vraiment à adopter la philosophie du test and learn. Donc n'hésitez vraiment surtout pas à tester de nouvelles choses sur le terrain, que ça fonctionne ou pas, vous aurez appris des choses, ça va vous faire progresser dans le pilotage de votre projet. Et ce test and learn, c'est notamment ce qu'on retrouve dans les approches agiles, avec des boucles de rétroaction, comme les sprints, c'est hyper puissant, et on apprend continuellement, on met en place de nouvelles choses, on teste, on fait les hypothèses, on vérifie, on teste, et ainsi de suite. Et encore, et encore, et encore, et en fait, en testant, plus on va tester, plus on saura ce qui fonctionne de ce qui ne fonctionne pas, on saura faire la différence, ce qui fonctionne, on va le renforcer, ce qui ne fonctionne pas, on va l'arrêter, ou on va l'améliorer, ou on va le changer. Et c'est ça qui fait vraiment la différence sur le long terme. Et enfin, je vous donne 2 erreurs fréquentes d'interprétation de l'empirisme. Donc déjà, penser que l'empirisme, c'est de l'improvisation, non, en fait. Au contraire, il y a une structure. On met une structure et on va faire des ajustements, donc on va effectivement adapter son plan d'action, basé sur de l'observation, et donc sur l'observation de faits quantifiables, de faits réels, de données mesurables. Donc non, l'empirisme, ce n'est pas de l'improvisation, c'est de l'adaptation. On observe et on s'adapte. La deuxième erreur, c'est de confondre le « on verra bien » avec le « on va tester une hypothèse mesurable ».
On verra bien, en fait, on en revient à la notion de fatalisme, hein, c'est le sujet du podcast précédent, et ça veut dire, bon bah voilà, j'ai fait une hypothèse, on avance, et puis on verra bien, puis bien, si ça marche tant mieux, si ça marche pas, bah tant pis, c'est comme ça. Alors qu'à l'inverse, en fait, si on est vraiment dans cette notion d'empirisme, on va se dire, ok, j'ai fait une hypothèse, j'ai mon plan d'action qui est basé dessus, et bah on va tester en fait cette hypothèse mesurable, et je vais apprendre, et de cet apprentissage, bah, je vais en tirer des conclusions, et donc adapter mon plan d'action en fonction. Donc la philosophie n'est pas du tout la même, hein, et je vous invite vraiment à ne pas être fataliste, à vraiment rester optimiste, et rester dans cette optique de vous améliorer constamment sur tous les aspects du projet. En conclusion, vous l'avez compris, l'empirisme, c'est pas du tout réservé à l'agilité, ça devrait être pratiqué sur tous les projets, même ceux qui sont menés de façon plus traditionnelle, et bah, c'est pas la méthodologie qui limite l'empirisme, c'est plutôt le niveau de rigidité de l'organisation ou des individus qui sont dans l'exécution. Donc typiquement, le fait de s'obstiner à suivre coûte que coûte le plan d'action qui a été pensé il y a 6 mois, ça, c'est un niveau de rigidité extrême qui limite l'empirisme, voire qui le tue dans l'œuf. Et le problème, c'est que je vois beaucoup de personnes ou beaucoup d'organisations qui considèrent que la gestion de projet c'est comme ça. On passe du temps à faire du cadrage, puis on fait la planification, on a arrêté notre plan d'action, maintenant c'est bon, il n'y a plus de changement, c'est comme ça, point. Et ils s'entêtent encore et encore à aller dans la même direction, alors que on voit bien que là on a eu des apprentissages, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Donc on pourrait changer la manière de faire, on pourrait s'adapter, on pourrait contourner un petit peu les obstacles. Et même dans des projets très séquentiels, où les phases vont se succéder les unes les autres, on peut implémenter des boucles de feedback comme dans les approches agiles. C'est pour ça, par exemple, que je vous propose de faire des bilans intermédiaires à la fin de chaque phase, ou à l'obtention de tel ou tel jalon. Un peu comme des mini-bilans projet, et un peu comme des rétrospectives agiles. C'est l'occasion, à ces moments-là, de mesurer les écarts entre la prévision et le terrain, donc la réalité. Ça permet de réviser les hypothèses initiales, ça permet de revoir un petit peu les estimations, de revoir le budget, revoir le planning, ou de mettre en place des actions correctives qui sont nécessaires. L'utilisation de POC, donc de Proof of Concept, de prototype ou encore de déploiement par lot, c'est autant aussi de manière différente de pratiquer, d'utiliser l'empirisme. Et pour aller encore plus loin, ce que je vous propose, c'est d'organiser des jalons d'apprentissage dans votre planning. Donc on n'a pas juste des jalons de validation de « Ah, j'ai atteint telle étape, j'ai fourni le livrable, etc. » Non, rajoutez des jalons d'apprentissage. L'idée, c'est de capitaliser sur ce qui a été observé jusqu'à maintenant. Et on pourrait se poser les questions suivantes. Donc la première, c'est 1. Qu'est-ce qu'on a mal estimé ? 2. Qu'est-ce qui a freiné l'avancement ? 3. Qu'est-ce qui a bien marché et qu'on pourrait généraliser demain ? Au final, l'empirisme, c'est vraiment l'élément qui permet d'améliorer notre processus de gestion de projet à tous les niveaux. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment, en tant que chef de projet, à en faire preuve au quotidien. Ne restez pas obtus sur votre plan d'action. Ouvrez-vous aux différentes possibilités. Si vous faites des hypothèses, testez, vérifiez à chaque fois. Et c'est ça, vraiment, sur le moyen long terme, qui fait toute la différence en gestion de projet. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez trouvé utile, pensez à le noter 5 étoiles et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément pour faire connaître le podcast. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, vous pouvez m'écrire sans problème et vous pouvez également m'envoyer un mail à podcast@reussircesprojets.com. Et si vous souhaitez aller plus loin, retrouvez tous mes outils, formations et accompagnements sur reussircesprojets.com. À très vite.